Bonjour à tous, bienvenue. Bon matin pour les Canadiens pour lesquels il est encore tôt. Bienvenue pour notre 9e webinaire de la communauté de pratique internationale et francophone santé mentale et travail qui portera aujourd'hui sur le rôle du manager. On est très heureux de vous retrouver en cette journée d'été. On espère que là où vous êtes, il fait très beau parce que nous, en France et en Belgique, on souffre de la pluie et du froid. Donc, on prend tous les rayons de soleil que vous pouvez nous apporter de là où vous êtes et on voit que vous êtes nombreux à venir d'horizons divers, ce qui nous réjouit. Alors, pour traiter du sujet du manager et plus particulièrement de son rôle et de la relation entre salariés et manager encadrant par rapport aux enjeux de santé mentale, à l'image de notre communauté, nous avons la chance d'avoir des regards croisés aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Il y aura tout d'abord une chercheuse, Donatienne Desmet, que je remercie d'être aujourd'hui parmi nous. Vous verrez qu'il nous apportera des clés pour comprendre plus précisément ce que recouvre ce rôle de manager. Il y aura également Johan Makanda qui a accepté de témoigner de ce qui lui semble important au travers de son expérience à lui dans la fonction publique en France, dans cette relation hiérarchique avec son manager pour tenir au travail notamment. Johan est en train de se connecter. Il a un petit problème technique, mais il est bien là, il arrive. Et puis, nous avons la chance d'avoir deux managers qui ont accepté de témoigner et de nous raconter comment ils se sont emparés de ce sujet, comment ils l'ont vécu dans leur expérience professionnelle sans l'avoir forcément imaginé au préalable. Merci Cassandra Fourmont d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui et nous entendrons également le témoignage de Mathieu Attet qui est également un manager et qui pour des raisons personnelles peut pas être avec nous aujourd'hui mais qui a accepté qu'on enregistre son témoignage, donc on l'entendra aussi. Alors, ça va nous permettre d'aborder ce sujet pendant la première heure et durant la demi-heure qui suit, nous pourrons répondre aux questions que vous allez poser dans le chat et qui seront notamment prises en note par les équipes de Santé Mentale France que je remercie au passage. Et on aura la chance d'avoir Marc Corbière, le président de la communauté de pratique, qui viendra nous parler du groupe de travail auquel il participe au Bureau international du travail de l'OMS et qui justement œuvre à l'écriture d'un document, d'un guide sur comment former les managers à ces questions de santé mentale. Donc, merci et bienvenue à Marc et bienvenue à vous tous. Avant de démarrer et d'entrer dans le vif de notre sujet, on a toujours des informations sur la vie de la communauté. Il y en a une qui est importante, c'est le premier colloque, enfin le deuxième maintenant, colloque que nous organisons sur le thème de la santé mentale au travail, dont le titre exact est le suivant, s'inspirer, s'outiller, s'allier et innover. Ça aura lieu les 16, 17 et 18 octobre prochains à Montréal. Sachez qu'il est encore temps de s'inscrire, mais c'est un peu la dernière ligne droite si vous voulez être là en présentiel, parce qu'il ne reste plus que 40 places. En revanche, si vous souhaitez vous inscrire en distanciel, c'est encore possible. Donc voilà, normalement, vous avez le lien pour vous inscrire qui doit apparaître dans le chat. Sinon, il vous suffit d'aller sur le site de la communauté de pratique, vous aurez toutes les informations. Deuxième information importante, c'est la fameuse recherche qui est menée par la communauté de pratique depuis maintenant plus d'1 an sur le rôle de chaque partie prenante dans ces enjeux de maintien en emploi, de retour au travail et de réinsertion professionnelle. On a absolument besoin de personnes qui acceptent de répondre à un sondage, à une enquête qui est menée pour chacun des acteurs et notamment on est à la recherche de personnes soit concernées par des troubles psychiques, soit qui ont une expérience en tant que manager
pour répondre à ce questionnaire et nous permettre d'avoir des résultats significatifs de cette recherche. Donc, aidez-nous, ça fait avancer la recherche et la connaissance sur ces sujets-là. Et puis, au passage, il y a un prix à gagner à la fin. Donc, si vous êtes tiré au sort, il y aura une petite cagnotte. Voilà pour les nouvelles. Je vois que dans le chat apparaissent le lien pour se connecter et le lien pour répondre à cette étude. On vous remercie par avance de votre aide et de votre collaboration. Alors, ce sujet des managers, pourquoi on a choisi de faire un focus sur cette question-là pour ce webinaire d'aujourd'hui, plus particulièrement pour 3 raisons. La première raison, c'est parce qu'on sait qu'il y a un enjeu majeur lié aux représentations sociales et à la stigmatisation dont sont victimes les personnes qui vivent avec des troubles psychiques dans l'emploi. Ces représentations sociales-là, elles disqualifient les personnes et quelque part, elles les coupent de leur potentiel d'acteurs au travail, elles les coupent de leur capacité à être au travail et considérés comme des salariés. Ça crée des espèces de barrières invisibles, extrêmement difficiles à franchir. Or, les managers, les recruteurs, les responsables des ressources humaines sont des acteurs de première ligne qui, par leur comportement, leurs attitudes, les mots qu'ils emploient, peuvent contribuer activement à déconstruire ces représentations, ces stéréotypes et fabriquer finalement, ou en tout cas contribuer à créer des environnements de travail où les enjeux de santé mentale ne sont pas tabous, ne sont pas interdits et sur lesquels on peut avoir un regard porteur d'espoir et de champ des possibles. Vous allez voir grâce au témoignage de nos 2 managers comment ça peut se vivre, cette affaire-là. Deuxième raison, c'est qu'il y a une étude qui a été menée en France, enfin plutôt un sondage dans lequel 80% des salariés interrogés disent qu'ils souhaiteraient pouvoir parler de leur santé mentale au travail, notamment avec leurs collègues et les managers, mais qu'ils n'osent pas le faire. Ils ont honte, ils ont peur et ça fabrique du silence. Or, ce silence, c'est le terreau d'incompréhension, c'est le terreau de l'ignorance. Et finalement, si on ne se parle pas, si on ne se connaît pas, s'il n'y a pas de place pour exprimer ses besoins, comment peut-on envisager d'adapter le travail? Comment peut-on envisager de créer des environnements attentifs aux besoins de chacun? Troisième sujet, on sait que les aménagements de poste les plus favorables ne portent non pas sur des aménagements techniques ou ergonomiques, dans le cas des enjeux de santé mentale ou de handicap psychique, mais plutôt sur des dimensions organisationnelles et relationnelles. Donc, comment peut-on penser, notamment je pense à des aménagements d'horaire ou des modalités managériales adaptées dans un cadre de confiance et sécure, si on n'implique pas les managers et quelque part on ne clarifie pas leur rôle et leur champ d'action par rapport à ces questions-là. C'est autour de ces enjeux-là qu'on va mobiliser nos intervenants du jour et je vais tout de suite donner la parole à Donatienne Desmet, qui est donc chercheur en psychologie sociale et du travail à l'Université de Louvain en Belgique et qui est une des membres actives de la communauté de pratique. Merci infiniment Donatienne pour ton éclairage et ta présence aujourd'hui. Je te laisse tout de suite la parole. Donatienne, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, voilà. Je pensais l'avoir fait, mais de toute évidence pas. Eh bien, je reprends la parole donc pour te remercier, Claire, et pour te remercier pour l'invitation donc à participer à ce webinaire. J'espère que maintenant vous m'entendez. Ce que je vais vous proposer, c'est de tenter de mieux comprendre le rôle du manager à partir de quelques clés issues de la littérature scientifique. Alors, la littérature récente, la littérature scientifique récente, souligne l'importance de facteurs psychosociaux qui sont liés à l'organisation dans le succès ou l'échec du retour au travail après une absence pour maladie, pour troubles mentaux courants ou physiques. Certains facteurs jouant un rôle négatif, comme les demandes
les demandes du travail élevées, le stress lié au travail, et d'autres facteurs jouant un rôle par contre positif, comme par exemple les relations positives avec les collègues, les aménagements et en particulier le soutien du supérieur qui est identifié par les études comme jouant un rôle prépondérant. Donc le rôle du soutien du supérieur est vraiment identifié par la littérature comme primordial, comme central. Alors, on peut se poser deux questions à ce stade. D'une part, la question de savoir à quel moment le soutien du manager est important, et d'autre part, savoir comment il contribue au retour au travail, à un retour durable. En ce qui concerne la première question, voilà, donc la question du quand, hein, la littérature apporte une réponse assez consensuelle sur le fait que ben, voilà, le rôle du manager, il est essentiel à toutes les étapes du retour au travail, du début à la reprise du travail en soi, de l'absence à la reprise du travail. Et on peut regrouper les pratiques de soutien, les pratiques mises en œuvre par le manager en grosso modo deux catégories. C'est très schématique. En réalité, les choses sont beaucoup plus fines, mais ici, je vais faire les choses de manière très, très schématique. D'une part, il va y avoir les pratiques qui vont plutôt référer à un soutien qu'on peut qualifier d'opérationnel, qui sont mises en œuvre essentiellement à partir du moment où le travailleur prépare son retour au travail et puis lors de la reprise du travail, et qui consiste en tout ce qui va soutenir la planification du retour et la mise en œuvre des aménagements, et puis tout ce qui va relever du monitoring du retour, dans l'objectif de prévenir les rechutes, le suivi des aménagements. Et puis, il y a un deuxième type de soutien qui est important et Claire l'a également mentionné, qui là renvoie plus aux aspects de soutien émotionnel et qui est important dès le début en fait du processus, dès l'absence du travailleur et qui se manifeste notamment par des attitudes d'empathie envers le travailleur, pour lui manifester par la prise de contact, la communication, donc dès l'absence que en fait la priorité est mise sur les aspects de santé, le rétablissement, mais en même temps, le lien avec l'organisation est toujours conservé. Le travailleur est attendu lorsqu'il aura recouvré la santé. C'est notamment le fait de lui dire ben, vous reviendrez quand hein, vous vous sentirez mieux, quand vous vous sentirez bien. Et ce soutien émotionnel, il reste un élément essentiel de la relation avec le travailleur lors de la préparation du retour au travail et lorsque le travailleur est de retour dans l'organisation. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui sont fondamentaux, qui se déclinent de manière spécifique. Donc, à ce stade, ce que l'on sait, c'est que le soutien du manager est important, qu'il est de différents types et qu'il intervient aux différentes étapes du retour au travail. Il y a peu d'études, par contre, qui expliquent les mécanismes d'action par lesquels ce soutien exerce son effet. Alors, pour répondre à cette question, on peut en fait référer au modèle du stress au travail, qui peut contribuer à y voir plus clair. C'est ce que je vais vous proposer de faire maintenant. Par exemple, le modèle des demandes et des ressources du travail qui a été proposé au début des années 2000, notamment par Bakker et Demirrouti dans une version un peu plus récente ici, propose que si on s'intéresse à différentes attitudes et comportements dans l'organisation, notamment ce qui va renvoyer au maintien dans l'emploi, qui est une question qui nous intéresse, eh bien, on peut comprendre ce maintien dans l'emploi par deux processus qui sont interreliés. D'un côté, un processus de santé, dans lequel la santé du travailleur est mise en péril lorsqu'en fait il est confronté à des demandes du travail, donc des caractéristiques négatives du travail, qui sont en fait
trop élevée, trop exigeante, par exemple une charge de travail sur le plan cognitif qui est trop élevée ou sur le plan émotionnel, hein, et un autre processus qui, lui, renvoie plutôt à une dimension plus motivationnelle, où là, en fait, le fait de procurer des ressources aux travailleurs va soutenir ses attitudes positives par rapport au travail, ce qui va avoir un effet positif par rapport au maintien. En outre, de manière importante, ces ressources du travail vont avoir également un effet sur la dimension de santé dans la mesure où elles vont protéger le travailleur par rapport à l'influence négative des caractéristiques négatives de l'environnement de travail. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est le modèle théorique. Ne vous en fouillez pas, on va voir ce que ça veut dire pour la question du retour au travail. Alors, pour voir cet élément-là, je vais m'appuyer sur une étude empirique qui est celle de Etnue et collègues, qui a été publiée récemment en 2023. Ces auteurs, ces chercheurs ont interrogé des employés qui étaient de retour au travail après une absence pour maladie, pour troubles mentaux courants et troubles musculo-squelettiques. Alors, c'est une étude en fait qui n'utilise pas le modèle des demandes et des ressources du travail, hein, qui n'utilise pas ce modèle-là, mais on peut faire le lien entre les résultats très intéressants auxquels s'emboutissent ces chercheurs et ce modèle. Par exemple, ce que ces chercheurs montrent, c'est qu'un élément majeur qui va intervenir dans le maintien durable au travail ou le fait de ne pas rester au travail, c'est l'existence d'un environnement de travail toxique. Et un élément fondamental lorsqu'on parle de troubles mentaux, de troubles psychiques, Claire l'a mentionné, c'est les aspects de stigmatisation qui vont faire partie de cet environnement de travail toxique. Qu'est-ce qui se passe lorsque le travailleur est plongé dans un environnement de travail toxique? Eh bien, ça va aggraver en fait son état ses troubles mentaux. En outre, cet environnement de travail toxique, il va réduire les possibilités de mettre en place des aménagements. Si par exemple, eh bien, il y a de la stigmatisation, eh bien, ça ne va pas favoriser le climat inclusif et ça va réduire les possibilités d'aménagement. L'ensemble de ce processus, en fait, va augmenter la probabilité de rechute et donc va réduire la possibilité du travail durable. Donc ça, c'est un premier résultat qui peut être mis en évidence et interprété à la lumière de ce modèle. Un deuxième résultat, qui fait plus directement référence au rôle du manager, renvoie à la notion de compétence et de soutien. La compétence et le soutien du manager, ce sont des ressources. Des ressources qui vont renforcer les attitudes positives envers le travail, la motivation au travail. Comment? Notamment en facilitant la négociation entre le manager et le travailleur dans le processus de retour au travail. Comment est-ce que ce retour au travail doit se passer, notamment en termes de mise en œuvre des aménagements. Et donc, la compétence et le soutien en facilitant la stratégie négociée de retour au travail, en induisant ces attitudes positives par rapport au travail, eh bien, eux, favorisent le retour durable au travail. Et ce que les chercheurs mettent en évidence, c'est que le processus, la qualité du processus sera d'autant plus élevée que ce processus se fait en collaboration avec les autres acteurs du retour au travail. Donc, c'est que le manager travaille en collaboration avec les autres acteurs du retour au travail et en particulier avec les services de santé. En outre, la compétence et le soutien du manager n'influencent pas seulement la motivation par rapport au travail, ils ont aussi une influence sur les aspects de santé, dans la mesure où ça va contribuer à réduire la charge de travail.
Dans la discussion avec le travailleur, eh bien, les aménagements, la charge de travail trop élevée, qui est un élément de menace pour la santé, va être réduite. Et en plus, le fait d'en discuter va contribuer à apaiser les craintes pendant le processus de négociation et le suivi des aménagements, ce qui va contribuer donc à diminuer l'impact des conditions de travail. Donc, la charge de travail va être réduite, clarifiée, et son impact va être réduit, son impact potentiellement négatif va être réduit par l'apaisement des craintes, ce qui va diminuer les troubles psychiques et donc, in fine, là, la probabilité des rechutes va être en fait diminuée. Donc voilà comment on peut comprendre à l'aide d'un modèle issu de la psychologie du travail, d'un modèle produit pour éclairer le stress, le bien-être au travail, comment on peut comprendre les processus qui sous-tendent le retour au travail en lien avec la compétence et le soutien du manager. Alors, que retenir de ces éléments? Quels éléments emporter avec soi? D'une part, le manager compétent, c'est un acteur central du processus de retour au travail. Ensuite, si on s'intéresse au retour durable, si on veut soutenir le retour durable, il faut certainement travailler sur les aspects de santé. Il y a une dimension de retour en santé, mais il y a également une dimension de motivation. Il faut penser retour en santé et retour motivé. On voit qu'il y a deux processus. Il faut donc apporter des ressources pour soutenir les aspects de motivation et aussi réduire les risques psychosociaux pour réduire la menace à la santé. On a vu le rôle du manager au niveau de ces deux processus. En même temps, le manager, c'est un acteur de l'organisation, un acteur central, mais un acteur. Et donc, pour être compétent et soutenant, il a lui-même besoin de soutien et de guidance, c'est clair, mais aussi, dans tous les cas, un manager compétent et soutenant qui travaillerait dans une organisation qui resterait toxique, eh bien, il aurait dans tous les cas une marge de manœuvre limitée. Donc, dans tous les cas, il faut travailler aussi sur les aspects organisationnels plus larges. Merci. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces éléments... C'est passionnant, Donatienne, et merci pour l'exercice difficile. Tu nous as apporté énormément d'éléments d'éclairage en très peu de temps. C'est très précieux. Et je vais tout de suite donner la parole à Johan Makanda, qui a accepté de témoigner de son parcours. Et vous allez voir, ça illustre absolument ce que tu viens de partager, Donatienne, à savoir ces espaces de négociation. Attends, 2 secondes, Johan, juste, je te passe la parole. Les espaces de négociation et comment ça contribue à effectivement diminuer l'environnement potentiellement pathogène ou destructeur de la santé et notamment de la santé psychique. Johan, tu es par téléphone parce qu'il y a un petit problème de connexion, mais sache qu'on t'entend bien. Je ne sais pas si tu nous entends toi bien. Johan, est-ce que tu nous entends et est-ce je peux te passer la parole? Oui, bonjour. Ah oui. Tu nous entends, Johan? Excusez-moi pour les petites difficultés techniques. J'interviens par téléphone, donc ça explique quelques petites difficultés techniques. Je m'appelle Johan Makanda, je suis une personne concernée par le handicap psychique. J'ai 50 ans. J'ai fait des études en BTS de commerce international, en licence de néerlandais, en maîtrise et en formation et communication, et j'ai plusieurs diplômes de langue. Je précise ça pour dire que le handicap psychique n'a rien à voir avec le handicap mental et qu'on peut tout à fait suivre des études supérieures et développer des compétences tout en ayant un handicap psychique. D'abord, je voudrais dégager de ma propre expérience plusieurs idées fortes. Mon trouble s'est déclaré au moment après mes études.
lors de mon premier emploi. Et après, j'ai eu une bouffée délirante durant ce premier emploi, ce qui m'a amené, hélas, vers l'hôpital psychiatrique. Et puis, durant de très longues années, j'ai eu du mal à retrouver du travail. J'en retrouvais, puis je reperdais mon travail, etc. Et puis, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu de longues périodes de difficultés pour trouver un emploi. Pourtant, je crevais d'envie de travailler. J'avais une envie acharnée de travailler, donc la motivation ne me manquait pas. Et j'ai échafaudé tout un tas de stratagèmes pour obtenir des postes. Par exemple, pour un poste de marketing, j'avais développé un plan marketing pour l'entreprise avant même l'entretien pour prouver ma détermination. Donc, voilà la deuxième des forces que je voudrais exprimer, c'est que les personnes concernées sont souvent très motivées pour travailler. Alors après, quand je dis que je crevais d'envie de travailler, c'est vrai, mais pas dans n'importe quelle circonstance, pas dans n'importe quel environnement. Il fallait un environnement où je me sente en sécurité, dans un environnement bienveillant, et puis un environnement aussi pour lequel j'avais de l'appétence. Voilà. J'ai rencontré dans mon parcours un conseiller emploi qui m'a conseillé d'aller travailler dans un ESAT. Je ne dénigre pas les ESAT, mais c'est loin de mes compétences à mon avis, et j'aspirais à plus, et en tout cas j'aspirais à autre chose. Après, je voudrais revenir sur la confiance en soi. La confiance en soi, ça a été quelque chose de vraiment important. Elle est très évolutive dans mon parcours. À un moment donné, je suis rentré pour travailler à l'université Sorbonne Nouvelle. J'ai été accepté dans un premier service, au secrétariat de la bibliothèque. Et l'environnement n'était pas préparé à mon handicap. Donc, il me confiait énormément de tâches. J'avais une surcharge de travail. Et puis, progressivement aussi, il y a eu des processus de dénigrement vis-à-vis de moi, ce qui a conduit à ce que je me coupe de toutes mes capacités et que je perde totalement ma confiance en moi, et petit à petit que je perde mes compétences, mes capacités. Heureusement, quand je suis arrivé dans un nouveau service au sein de la bibliothèque, au sein de l'université, on a mis en place plusieurs choses pour remédier à ça. D'abord, on a fait une sensibilisation au handicap au sein de mon service, une sensibilisation au handicap psychique, pour que tous mes collègues et mes N+1 et N+2 soient au courant de ce que c'était et de comment agir en conséquence. Ensuite, on a mis en place autre chose, c'est-à-dire un suivi très régulier avec mon manager toutes les 6 semaines environ, pour faire un point de ce qui allait, ce qui allait moins bien, de ce point de vue comme du mien. Et puis, ce qui a été très aidant aussi, c'est que mon nouveau manager, m'a octroyé du temps pour parler de petites choses, de petites incompréhensions. Et c'est durant ces échanges, durant ce temps-là, que se noue la relation de confiance petit à petit, et que petit à petit on peut grandir professionnellement et se faire confiance mutuellement. Alors grandir professionnellement, ça veut dire prendre de plus en plus d'initiatives, être de plus en plus force de proposition. Au jour d'aujourd'hui, je suis coordinateur interuniversitaire pour plusieurs universités sur le sujet handicap et emploi. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible
sans l'accompagnement que m'a octroyé mon manager dans les années passées. Au tout début où je suis arrivé dans mon nouveau service aussi, ce qui a été aidant, c'est qu'on m'octroie plus de pauses que de coutume. Alors j'ai toujours fait attention à ne pas en abuser, mais ça a été très aidant et je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Voilà grosso modo les points qui ont été mis en place et qui m'ont été extrêmement aidants pour moi pour évoluer au sein de mon travail et évoluer vers un travail avec plus de responsabilité. Je vous remercie de votre écoute. Merci, merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage et qui illustre, il me semble, ce que Donatienne nous a partagé sur voilà, le soutien émotionnel et la boucle vertueuse aussi qui se fabrique quand il y a un dialogue qui s'installe avec le manager et on a entendu finalement la réciprocité dans cet échange. Johan, je ne sais pas si tu nous entends. Voilà. Bon, du coup, le pauvre, il a été coupé. J'espère qu'il va pouvoir revenir pour les questions. On va tout faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions également à Johan et avec un peu de chance, d'ici là, on aura amélioré la connexion avec lui. Alors, troisième étape, dans finalement ces regards croisés, on a eu l'éclairage scientifique et du chercheur, on a eu l'éclairage d'une personne concernée à travers son expérience. On va tout de suite entendre le regard côté manager, comment ça peut être vécu, cette rencontre-là. Et donc, on va tout de suite écouter le témoignage de Mathieu Atté. Mathieu Atté, il va parler dans la petite vidéo qu'on va vous projeter. Il va vous parler de son expérience dans la grande distribution et de comment il a intégré dans son équipe des personnes handicapées et notamment une personne handicapée psychique et le cheminement qu'il y a eu pour l'intégrer dans l'équipe et notamment en étant accompagné par un job coach. Donc, on l'écoute tout de suite et ensuite, on donnera la parole à Cassandra Fourmont et on répondra à vos questions. Bonjour Mathieu Atté, tu as accepté de témoigner pour ces webinaires de la communauté de pratique santé mentale et travail et on t'en remercie parce que la parole de professionnel de l'entreprise est une parole rare et précieuse et donc tu vas nous parler d'une expérience que tu as eue dans une entreprise précédente dans laquelle tu as embaucher, accompagner et manager une personne qui vivait avec des troubles psychiques. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de nous dire quelques mots sur toi, ton métier et comment finalement as vécu et tu es arrivé sur ce sujet des troubles psychiques et de la santé mentale au travail à travers cette expérience. Je te laisse la parole. Merci Claire. Merci de l'invitation. Je me présente Mathieu Atté, j'ai 37 ans. J'étais donc à l'époque directeur de magasin dans la grande distribution spécialisée en textile dans le département de la Mayenne. J'avais une équipe d'environ une vingtaine de collaborateurs. Et dans ce département, on avait on a toujours une problématique de recrutement parce qu'il y a le plein emploi. Donc c'est une richesse en Mayenne. Et j'avais des postes, en tout cas, l'idée de création de postes, de traitement de flux, traitement d'articles, de mise sur scène, de pliage, avant d'envoyer en magasin pour le merchandising. Et c'est des postes qui nécessitent pas forcément énormément de compétences en soi, hein. En tout cas, ça nécessite un peu de rapidité et un peu d'organisation.
Les problématiques étant de recrutement fait que je travaillais déjà avec Cap Emploi, qui est le France Travail maintenant pour les personnes en situation de handicap. Et j'avais déjà 2 collaborateurs en situation de handicap physique dans mon magasin. Et moi, en termes d'inclusion, c'était vraiment là où je voulais aller, en tout cas en termes d'intégration. Et j'ai refait appel à Cap Emploi pour ce poste-là. Et j'ai sélectionné donc un candidat qui avait des troubles psychiques. Donc ça, c'était une grande nouveauté pour moi parce que entre les troubles physiques et psychiques, on les accompagne pas de la même façon. Et surtout que nous, en tant que manager, on n'a aucune formation d'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique. Donc c'était une grande première pour moi. Dans ce recrutement, et tout de suite, Cap Emploi m'a rassuré parce que ce collaborateur-là a été suivi par un autre organisme justement qui s'appelait Job Coach, qui accompagnait via donc un coach les personnes en situation de handicap psychique en entreprise, travaillait avec eux et faisait le lien entre la direction et le collaborateur. Donc ça, c'était une grande aide parce que eux, ce sont des professionnels, sont qualifiés, formés et qui peuvent répondre aussi bien aux questionnements que moi j'ai pu me poser sur les réactions, les problématiques que ce collaborateur-là pouvait avoir, mais aussi sur les doutes, les craintes et tout ce qui entoure le psychique de la personne par rapport à l'entreprise. Donc, ça me servait énormément de filtre et ça me permettait de ne pas mettre l'intégralité de mon énergie sur ce collaborateur-là, parce qu'il y en avait 20 autres aussi derrière à pouvoir accompagner. Donc, Job Coach venait au tout départ 2 à 3 fois par semaine travailler avec ce collaborateur-là. Je l'avais embauché en contrat à durée indéterminée 20 heures à l'époque. Donc, c'est déjà des petits contrats, hein, pour voir aussi l'adaptation qu'il avait. Et l'adaptation qu'il avait aussi donc, au travail, mais aussi dans la tâche, mais aussi avec ses collègues, hein, le comportement qu'il pouvait avoir. Donc, il venait de travailler 3 fois par semaine. Il venait une demi-heure ou une heure travailler avec lui. Ça lui permet de discuter avec le collaborateur, le rassurer, lui remonter les tâches que moi je lui avais données. Et moi, ça me délestait énormément de ça avec Job Coach. Donc ça, c'était vraiment une super aide. Et puis, on faisait des points réguliers en tripartite. Donc, du coup, avec ce collaborateur-là et Job Coach. Ce qui permettait à la suite de ces entretiens-là que Job Coach puisse retranscrire aussi, s'il n'avait pas été clair lors de l'entretien, voilà, à ce collaborateur-là. Non, mais voilà, Monsieur Athé voulait dire ça, tu l'as interprété comme ça, et ça permettait de le rassurer. Et suivant après le fil de l'eau, donc il venait un petit peu moins. Quand ça allait moins bien, il revenait un peu plus parce que c'était très cyclique en termes de comportement. Et ça a ouvert aussi l'esprit à tout le magasin et tous mes collaborateurs sur, en tout cas, l'ouverture d'esprit sur l'handicap psychique qui ne se voit pas. J'ai de la chance parce que j'avais une équipe formidable qui était d'une bienveillance extrême envers ce collaborateur-là et qui comprenait ces up-down qu'il pouvait avoir en termes de comportement, parce que c'était un collaborateur qui ne s'est jamais montré violent, mais qui pouvait se montrer très colérique quand la pression montait et que la soupape n'était pas vidée. Donc il y a des moments où il partait dehors pendant 10-15 minutes, crier un bon coup, lâcher, appeler son job coach pour pouvoir se délester cette pression qu'il pouvait avoir. Et puis au fil des années, on a pu le voir évoluer plutôt en bien. Voilà, parce que au départ, je l'avais mis donc du coup loin des clients, dans une réserve, donc à Saint-Tré, plié et envoyé en merchandising. Et puis pour son développement aussi, je l'ai augmenté en heures.
Je l'ai passé à 30 heures semaine et je l'ai mis en ligne de caisse. Voilà. Pour pouvoir le tester sur l'interaction qu'il pouvait avoir aussi avec les clients, parce que là, il y avait une certaine posture à avoir vis-à-vis du client, aussi informé via des petits pictogrammes que j'avais fait faire avec Job Coach, aussi collaboration de Job Coach, sur bah voilà, le pictogramme de l'handicap psychique, pour aussi informer les clients et que ça fasse interroger et en parler. Ça le permettait de travailler aussi sur la contenance de lui-même, hein, sur sa partie colérique quand ça montait, parce que là, il pouvait pas s'exclamer devant effectivement les clients. Donc, il y a eu une belle évolution. Il y a eu pas mal de difficultés. Faut vraiment le mettre et le souligner, parce que c'est un collaborateur où moi j'ai été des fois plus psychologue que manager aussi, parce que le matin, il pouvait arriver pas en phase. Donc, bah, il y avait toujours 5-10 minutes avant de commencer de se mettre au travail, pareil, de d'évacuer un peu la soupape de pression qu'il avait, d'essayer de comprendre, d'avertir Job Coach, de le rassurer, mais aussi sur sa vie privée. Parce que le parallèle vie privée, vie professionnelle tient qu'à un fil. Et là, lui, il y a eu beaucoup de privés qui interagissaient sur la qualité professionnelle. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi en termes de prise de recul, de compréhension et de bienveillance, de pouvoir collaborer avec ce type d'handicap. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai quitté cette entreprise où j'avais ces responsabilités-là, et il est toujours actuellement dans cette entreprise-là, toujours accompagné par Job Coach, donc ça, c'est plutôt aussi une réussite. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise où j'ai moins de latitude en termes d'embauche et de recrutement, mais le travail où il était avant était vraiment adapté à ça. Moi, j'ai pris aussi des paris par rapport à mon ancienne direction, et c'est ça aussi qu'il faut le noter, parce que on est dans un monde où on cherche la productivité à tout prix. On cherche d'être le plus rentable aussi. Et embaucher une personne en situation de handicap psychique par rapport à la productivité, bah, effectivement, c'est pas forcément compatible. Mais on est, en tout cas en France, très bien accompagné en termes d'aide et de prise en charge salariale. Mais c'était un combat de tous les jours aussi avec la direction, parce que bah, c'était un collaborateur qui n'était pas aussi productif qu'invalide. Mais ça, de faire aussi comprendre que on ne choisit pas son handicap, ou en tout cas on ne choisit pas la personne qu'on a en termes de handicap, on choisit effectivement l'humain qu'il y a derrière, a été aussi un cheval de bataille. Et heureusement que Job Coach était là, heureusement que les aides aussi effectivement étaient là, ce qui permet qu'encore ce collaborateur est toujours dans l'entreprise, est toujours en CDI. C'est un collaborateur qui avait 40 ans, je lui ai fait signer son premier CDI, il a pu s'installer dans un appartement, s'acheter une voiture. En tout cas, j'ai contribué un tout petit peu, un peu aussi son épanouissement, je pense, privé, et aussi que d'arrêter que de ce côté à lui, vivre un peu au jour le jour par rapport aux minima sociaux, etc. Donc c'est bien, c'est à refaire. Moi, bien évidemment, je le referai, parce que moi, j'en sors grandi aussi, managérialement. Et sur cette personne-là, bah, ça lui a permis de rentrer dans de la vie active et de se sentir aussi intégré dans une société qui est parfois pas simple pour eux. Ouais. Et ça, c'est vraiment super, quoi. C'est extrêmement puissant et fort. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce partage qui est vraiment porteur d'espoir. On en a besoin, et je trouve que ce qu'on comprend bien dans tout ce que tu viens de partager, c'est que l'on grandit tous collectivement de ces démarches-là. Voilà, même si c'est pas toujours simple, on voit bien comment toi, ça t'a enrichi.
quelque part, l'entreprise, elle est grandie et le collectif de travail, tu l'as dit, a évolué aussi. Et alors, moi, je me dis, ben, la plus grande victoire, c'est effectivement que tu ne sois plus là. Et malgré ça, il est toujours dans l'entreprise, il est toujours en CDI. Et comme tu dis, si tu n'avais pas à un moment eu le courage de faire ce pari-là, et de monter un peu au créneau peut-être avec la direction, de la convaincre, cette personne n'aurait peut-être pas eu accès finalement au rétablissement dans lequel elle est, où elle a toute sa place dans la société, elle a son autonomie et je serais prête à parier que sur le plan psychique aussi, ça contribue fortement à son équilibre. Et ce que je retiens de ton intervention, c'est qu'à un moment, ça part d'un mouvement, d'un geste, d'une action portée par un homme ou une femme voilà, qui se lance, qui fait un geste, qui ouvre une porte. Et, euh, et c'est souvent le point de départ, après le chemin beaucoup plus long et de choses possibles. Donc, merci infiniment Mathieu d'avoir Avec plaisir. partagé tout ça. On va être très frustrés de ne pas pouvoir te poser de questions, mais j'espère que lors d'un prochain webinaire, on pourra être plus en dialogue, en direct avec toi. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Cassandra Fourmont, qui va nous apporter un autre témoignage de manager, pas non plus spécialiste du sujet de la santé mentale, et pourtant qui a fait ce voyage-là, cette expérience-là. On est à votre écoute, Cassandra, durant les 10 prochaines minutes. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si chez moi c'est le silence. J'espère que c'est pas chez moi parce que je peux rien faire de plus. Alors, je vais couper mon micro, on va essayer. Okay. Merci beaucoup Claire et merci pour cette belle opportunité. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis donc Cassandra Fourmont. Je suis chef de projet informatique donc chez Obey. C'est une ESN, donc une entreprise de services numériques qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité, mais moi j'interviens plutôt dans le secteur assurance, donc dommages et biens, épargne ou prévoyance. Je suis basée en Île-de-France. Donc à l'époque, j'ai été amenée à diriger un centre de service. Donc c'est une équipe composée entre 5 et 15 personnes en fonction des creux et des montées de charge. Et on était chargé d'effectuer des tests sur des logiciels d'assurance pour le compte d'un grand assureur. Donc il faut savoir que dans ce dispositif, il y a un fort engagement de résultats. Donc le client définit des objectifs très serrés, avec beaucoup d'exigences, et on a également des indicateurs qui sont mis en place pour contrôler la qualité de la prestation. Donc c'est un niveau d'exigence très important. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée à travailler avec une collaboratrice ayant un handicap psychique. Alors contrairement à Mathieu, il faut savoir que moi par contre je ne décide pas des personnes qui sont dans mon équipe. Je fais part d'un besoin, du nombre de personnes que je veux avec un profil particulier si nécessaire. En revanche, c'est les managers qui décident de l'équipe. Donc, ils peuvent ou non me proposer des profils. J'ai éventuellement mon mot à dire, mais donc je peux refuser si j'ai les arguments qui vont bien. Mais ils peuvent également tout aussi bien m'imposer des collaborateurs, même si je ne suis pas forcément en phase. Donc, dans ce cas-là, ils m'ont proposé ce profil-là. Donc, c'est une collaboratrice qui était déjà chez Obey. Donc, je ne me suis pas du tout opposée à sa venue. Mais j'ai quand même fait part de réserve compte tenu des enjeux de cette mission et surtout d'une cadence très élevée de travail. Donc, j'avais un petit doute à ce sujet, sachant qu'on était très, très suivis par les managers sur les objectifs qu'on remplissait ou non. Donc, elle a intégré l'équipe sans problème.
En revanche, on a eu une formation spécifique, mais bien plus tard. Donc, quelques mois après, elle a dû arriver au mois de mars et on a eu une formation en septembre. Donc, cette formation était axée sur son handicap. Donc, toute l'équipe était présente. Ils nous ont expliqué en détail ses symptômes. Et surtout, on a pu faire des ateliers pour illustrer ces problématiques et surtout comment on pouvait travailler avec elle et puis et résoudre ces problématiques et travailler au mieux avec elle. En fait. Donc, par exemple, concrètement, on a adapté ces jours de télétravail pour qu'elle puisse alterner jours de présence sur site et jours de télétravail, pour qu'elle évite la fatigue des temps de transport. Elle était également sensible au bruit, donc elle avait un casque pour ça, et sensible à la lumière également. Ce dernier point, sachant qu'on est tous dans le même bureau, a été beaucoup plus compliqué à résoudre, donc c'était une petite bataille un petit peu plus quotidienne, mais bon, ça s'est passé. Il y avait également une adaptation à faire sur la méthode de travail et comment moi je pouvais lui donner les tâches accomplies pour qu'elle ne soit pas noyée par le stress. Puis en fait, elle avait un tel souci de bien faire, enfin une vraie peur de mal faire, donc ça la mettait vite en stress. Donc c'est ce dernier point qui a été le plus difficile à mettre en place pour moi. Essentiellement par manque de temps en fait, parce que dans l'idéal, il aurait fallu que je fasse un point quotidien avec elle et par exemple tous les matins lui donner les tâches de la journée à effectuer. Et ça, franchement, ça n'a pas été possible. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à le mettre en place. Donc voilà, avant et après la formation, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu pas mal de tâtonnements pour trouver la bonne façon de faire. Après, je sais que je ne me suis pas posé 36 000 questions existentielles pour autant. Je pense que ça ne sert à rien non plus de se poser trop de questions. J'ai essayé d'être au maximum à l'écoute et d'être ultra attentive à ce qu'elle ressentait et comment elle était dans l'équipe. Là encore, avec plus ou moins de succès, mais bon, on a essayé en tout cas. Après, le point fondamental, je pense, dans cette mission, ça a été les échanges qu'on a eus très régulièrement. Alors, elle, de son côté, elle n'hésitait pas à venir me parler. Par exemple, dans la journée, elle se tournait vers moi, on était assez proches. Elle me demandait « Cassandra, t'as pas 5 minutes ?» Donc, on sortait du bureau et puis elle m'expliquait sa problématique. Donc, soit c'était très simple, rapide, et ça pouvait être solutionné très rapidement. Elle pouvait aussi me demander, par exemple, si j'avais 1 heure ou 2 heures à lui consacrer, soit dans la journée, soit dans la semaine, ou une demi-journée. Donc, on voit ensemble une problématique plus complexe qui nécessitait un peu plus d'analyse, un petit peu plus d'accompagnement. Donc, ça, c'était côté opérationnel. Mais aussi bien à titre relationnel, elle venait me voir. Comme je disais, en fait, elle était très sensible à ce qui l'entourait et à l'ambiance dans l'équipe. Donc, si elle voyait que quelqu'un parlait mal à une autre personne ou même à elle-même, elle me prenait à part et puis elle venait me voir comment ça se passe, etc. Donc, j'ai été amenée plusieurs fois à discuter avec des personnes qui s'adressaient mal à elle. On leur dit attention, tu ne peux pas t'exprimer comme ça, on ne vit pas très bien. Mais voilà, faut améliorer la communication. Et à l'inverse, elle aussi, elle pouvait avoir un comportement un peu, pas brutal, mais un petit peu abrupt, un petit peu direct, voire autoritaire. Et donc, à l'inverse, moi, comme avec n'importe quel collaborateur qu'il fallait un petit peu, avec qui il fallait discuter, j'ai pu lui dire non, tu ne peux pas t'exprimer comme ça, c'est pris de telle, enfin ça peut être interprété comme ça. Donc on a eu pas mal d'échanges, donc elle a argumenté, j'ai argumenté, voilà. Et tout ça c'était très posé, donc c'était très fluide. Après, c'était pas idyllique, c'était même très compliqué au quotidien, parce que c'est ce que je disais, en fait, ce qui n'allait pas, c'est la charge de travail. En fait, je pense que la mission en elle-même, elle est adaptée et pas adaptée.
Opérationnellement, je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux que ça, plus rapidement en tout cas. Mais de notre côté, on n'a pas eu suffisamment de temps pour l'accompagner. Après, je sais qu'elle a été extrêmement heureuse d'être intégrée dans cette équipe, et surtout d'y rester longtemps, parce qu'elle avait une mission précédente chez un client qui s'était pas bien passé, mais je pense que tout simplement, elle n'avait pas été accompagnée ou le client n'avait pas été prévenu. Enfin bon, et donc du coup, elle était sortie assez rapidement et elle était restée sur cet échec en fait. Donc là, elle voulait absolument bien faire et elle était impatiente de montrer que malgré son handicap, elle pouvait avoir une vraie valeur ajoutée dans l'équipe. Donc elle a été tout le temps très force de proposition. Elle cherchait tout le temps à améliorer les choses, etc. Donc c'était vraiment très intéressant de travailler avec elle là-dessus. Alors ça s'est pas fait en un jour, ça. Hein. Il a fallu quand même quelques mois et qu'elle se sente à l'aise. Mais c'est pareil. En fait, on a partagé des déjeuners ou des pauses toutes les deux et on parlait de nos vies. Elle me racontait sa vie perso. J'en faisais de même de mon côté. Donc je pense que ça aussi, ça a contribué à instaurer le climat de confiance. On ne peut pas se contenter de venir au boulot, ne parler que de boulot et puis partir le soir. Je pense que ça pouvait pas le faire. En fait, ça ne lui convenait pas. Donc il fallait vraiment qu'elle se sente, c'est pas une ambiance familiale, mais au moins très amicale et très bienveillante. Là-dessus, moi aussi, j'ai eu assez de chance sur les équipes. Et à part une ou deux personnes qui manquaient de patience, et ça se voyait un peu. Bon, franchement, le reste, il n'y a vraiment eu aucun souci. Donc voilà, si je devais retenir quelque chose, bon là aussi je le referais sans hésiter, hein, autant mes hésitations au départ, là elles sont complètement levées. En fait, c'est une autre façon de travailler. Là, j'avais une simplicité dans les relations, c'était fluide, hein. Enfin, on n'hésitait pas à se dire les choses et moi je trouve que c'est vraiment bien. Alors, il ne s'agit pas de se balancer les quatre vérités, hein. Mais en tout cas de s'expliquer posément sur une problématique ponctuelle, je trouve que c'était assez rafraîchissant. Après, je me suis adaptée dans ma façon de travailler, ma façon de lui donner du travail, autant que possible, et de lui expliquer ce que j'attendais ou lui expliquer même les problématiques fonctionnelles. D'essayer de voir quand elle comprenait, quand elle ne comprenait pas. Enfin voilà, essayer d'être beaucoup plus attentive que je pense que je l'aurais été moins, en fait, probablement avec d'autres personnes, voilà, avec moins d'échanges. Voilà. Au final, c'est quand même une expérience que je souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'en fait, c'est nos deux micros, Cassandra, qui résonnent ensemble. Ah mince, quand les deux sont ouverts. Et en attendant. Voilà. Merci beaucoup, Cassandra. On voit de la même façon que pour Mathieu, vous travaillez dans des univers professionnels avec une forte exigence de résultats, d'objectifs, de performance en tension, et on voit les espaces finalement que vous avez trouvés de dialogue et de négociation. Alors, comme vous le dites, hein, c'est pas tous les jours facile, mais mine de rien, on voit ce que vous avez pu mettre en place et l'enrichissement que vous avez trouvé là-dedans. Et en même temps, on voit bien l'importance de cet environnement que Donatienne évoquait. Et si vous aviez eu un environnement peut-être plus favorable, on voit la manière dont tout cela pourrait être consolidé et peut-être déployé plus largement et moins au cas par cas. En tout cas, c'est très inspirant tout ce que vous avez partagé. Il y a beaucoup d'éléments, il me semble. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est que on réponde aux questions. Et on terminera avec Marc qui nous partagera les travaux sur la formation des managers à la santé mentale qui sont menés actuellement à l'OMS au sein du Bureau international du travail. Alors,
On va démarrer avec une première question. Qui est pour Donatienne. N'est-il pas nécessaire d'accompagner les organisations à créer ces espaces de négociation et à accompagner managers et collaborateurs à communiquer, créer du lien, faire preuve d'assertivité, à fixer des objectifs, à co-construire un plan de reprise? Ouais, merci pour la question. Je trouve que en fait la question est plus un commentaire qu'une question, parce que vous avez tout à fait raison. À la fois basé sur les résultats de recherche qui montrent que la qualité du processus de retour au travail est meilleure lorsque le travail du manager se fait en concertation avec les autres acteurs. Les autres acteurs, c'est l'organisation dans son ensemble, et le fait que le manager, c'est un des acteurs. Effectivement, si on veut qu'il travaille correctement, il faut proposer des outils aux organisations. La notion de climat, elle est fondamentale. Le climat inclusif, c'est une dimension sur laquelle il faut travailler pour les aspects de santé mentale aussi. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut accompagner les organisations en tant qu'institutions, parce que si on travaille uniquement au niveau individuel, sans créer le climat qui soutient, ça va coincer à un moment ou à un autre. On voit que ce n'est pas impossible à travers l'exemple de nos deux managers, mais on voit aussi la fragilité et on les expose. Or, ils ont également besoin de soutien. Merci Donatienne. On va pouvoir prendre une autre question pour Cassandra. Bonjour Cassandra. Est-ce que la formation sensibilisation au handicap qui vous a été proposée après l'arrivée de la collaboratrice a été faite par une structure externe à votre employeur? Et est-ce que la personne a été suivie par ailleurs, notamment par un job coach? Je crois qu'il y avait une autre question qui vous demandait si vous connaissiez les dispositifs de job coaching également. Alors, effectivement, je ne connaissais pas du tout les dispositifs job coaching. Dans mon cas, la formation, c'était effectivement par une structure externe, mais elle était suivie en interne, parce que chez Obey, ils ont une cellule dédiée pour les personnes ayant un handicap, soit physique, soit psychique. Donc, je sais qu'elle était suivie, et très régulièrement, elle avait des rendez-vous avec ces personnes. Mais c'était interne Obey. Mais effectivement, la sensibilisation a été... Ah, pardon. Cassandra, une structure externe. La sensibilisation a été effectuée par une personne extérieure à l'entreprise. Oui. Une autre question ? Alors, je pense sincèrement que le nouveau mode de gestion qui devra être mis en place dans un futur proche devra être directement lié à la bienveillance au travail. Mais comment mettre en place tout cela dans une société où la gestion est rigide et conservatrice? Alors, c'est une question posée à tout le monde. Est-ce que Cassandra ou Donatienne, vous voulez peut-être en parler? Oui, Cassandra. Les mentalités évoluent quand même. Je pense qu'on devient moins rigide et conservateur malgré tout. Après, oui, c'est directement lié à la bienveillance. Pour autant, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine exigence. Parce qu'il faut quand même, je trouve, les tirer vers le haut. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il ne faut pas qu'ils soient dans une bulle de bienveillance qui fasse contraste avec les autres non plus. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, bienveillance de toute l'équipe, ok, mais il faut pas qu'ils aient il faut pas qu'il y ait trop d'écart de traitement entre eux et les autres de l'équipe. Donc, je pense que la bienveillance, effectivement, de toute façon, c'est même pas lié qu'aux personnes ayant un handicap psychique. Le boulot, il doit être fait là, au global, et c'est au global qu'on n'est pas si bienveillant que ça. C'est même pas lié à ces problématiques pour moi. La problématique de handicap psychique, pour moi, c'est
c'est la société au global. Ça évolue, hein, franchement, ça évolue. On le voit au niveau des managers, mais il faut un peu de temps, je trouve. Est-ce que Donatien, tu veux dire un mot par rapport à cette remarque? Oui, mais enfin, ce que Cassandra a dit est tout à fait exact et c'est la réponse appropriée. Je pense que, à l'inverse, on peut dire que en fait, la non-bienveillance, voire les coûts de la non-bienveillance, est aussi une réponse. La non-bienveillance coûte aux organisations dans la mesure où elle induit des coûts en termes de santé, de retrait de l'entreprise, et effectivement, ça concerne l'ensemble des travailleurs, ça provoque des troubles de santé mentale. Et donc, mettre en évidence le fait que l'organisation, les managers doivent développer la bienveillance comme un outil de gestion, parce que, en fait, ça va contribuer au développement de l'entreprise en protégeant la santé, en soutenant la motivation. Ça, je pense que c'est une voie qu'on a intérêt à mettre en avant. En fait, la dimension relationnelle, c'est une dimension de développement et de réduction des coûts parce que ça protège la santé et ça soutient la motivation. Et pour aller dans ton sens, Donatienne, effectivement, on voit aujourd'hui tous les enjeux économiques, socio-économiques de l'absentéisme, notamment liés à des problèmes de santé mentale. Donc, moi, j'ai envie de rajouter une petite note d'espoir, effectivement, sans être naïf par rapport à un monde du travail peut-être exigeant et dans lesquels la culture du chiffre peut être très présente. Ce qu'on voit aussi, c'est une vraie demande de la part des salariés, de la part des collectifs, et effectivement même des actions de plus en plus nombreuses en faveur d'une meilleure attention, d'une meilleure écoute, d'une meilleure considération, d'une possibilité de libérer la parole sur ces sujets-là. Et il y a je pense que l'espoir, il vient d'une forte demande des salariés eux-mêmes et qui se fabriquent des espaces de soutien aussi et de dialogue et de considération. Et je pense notamment à des expériences dont j'ai eu connaissance de salariés qui me racontaient qu'ils avaient créé des espèces de groupes de pairs informels dans l'entreprise pour justement se soutenir les uns les autres, diffuser une culture inclusive qui avait pu témoigner aussi dans leur entreprise de leurs besoins, de leurs difficultés de santé. Et donc, voilà, il y a un vrai enjeu de pédagogie sur ce sujet-là pour fabriquer des environnements plus attentifs, effectivement, aux enjeux notamment de santé. On peut encore prendre quelques questions. Alors, pour Johan, est-ce que vous avez été sollicité pour trouver les aménagements accompagnement qui vous convenaient? Alors, est-ce que Johan, tu peux répondre à cette question? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute, Johan. Oui. En fait, les aménagements qui ont été nécessaires, ça a été le fruit d'une co-construction et d'une co-réflexion. Je suis suivi par ailleurs par le Clubhouse. Donc eux, ils m'ont amené la pierre qui consistait à faire une sensibilisation au sein du collectif de travail. Ils m'ont apporté aussi la pierre qui était de faire un suivi régulier toutes les 6 semaines avec mon manager. Et puis après, ça a été aussi co-construit avec mon manager qui a eu une intelligence relationnelle qui a permis en fait de construire une relation forte et une confiance forte petit à petit. Donc c'est aussi lié à la personne elle-même, quoi.
Voilà, est-ce que j'ai répondu? Oui, merci beaucoup, Johan. Alors, on peut prendre encore 2 ou 3 questions. Pour Cassandra, avez-vous maintenu une relation professionnelle ou est-ce que c'est devenu une relation amicale? Alors moi, je suis sortie de cette mission en juin 2022. Elle y est restée. Elle est restée après au moins 1 an. Le problème, c'est que nous, on va de mission en mission. Donc, j'ai été amenée quand même à la revoir de temps en temps. On parlait de tout sauf du travail. Et puis, et depuis qu'elle est sortie de cette mission, elle est allée chez un autre client. Ça s'est d'ailleurs mal passé. Là, je pense que là aussi, elle n'était pas accompagnée. Donc, ça s'étiole au fur et à mesure. Mais à la fin, enfin, à partir du moment où je suis partie, la relation elle était amicale, elle était plus professionnelle. Maintenant, ça s'étiole comme c'est le cas souvent. En tout cas, en prestation, c'est plus compliqué. Merci Cassandra. Alors, Johan, avez-vous été accompagné par un dispositif étatique comme l'emploi accompagné? Donc, pour rappel, pour l'emploi accompagné, c'est la désignation des dispositifs de job coaching qui ont été organisés en France notamment pour accompagner les personnes dans la durée vers l'emploi et au maintien dans l'emploi, mais également les entreprises dans une logique un peu tripartite et dont a bénéficié Mathieu Attet avec sa salariée. Donc, Johan, est-ce que tu peux parler de ça? Tu as un peu évoqué qui t'avait accompagné, mais tu peux en dire un peu plus? Oui, j'ai parlé du fait que j'ai été accompagné par le Clubhouse, qui n'est pas un dispositif emploi accompagné en soi, mais qui s'en rapproche quand même fortement. Et ça a été extrêmement aidant. Et par ailleurs, j'ai été aussi accompagné par le Cap Emploi, où j'ai rencontré beaucoup d'écoute, beaucoup de finesse dans l'écoute et beaucoup de disponibilité. Et en fait, cette disponibilité à la fois de mon manager, à la fois de mon accompagnateur, accompagnatrice au sein du Cap Emploi, et à la fois au sein du Clubhouse, bon, on a l'impression que ça fait perdre un peu de temps au départ, mais en fait, ça permet de gagner des années parce que vous retrouvez très vite en fait vos capacités, vos compétences, vos envies, vos appétences, votre envie d'aller de l'avant et de participer activement au collectif de travail, quoi. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Voilà. Oui, et je pense que c'est important ce que tu précises, hein, Johan, sur l'appétence et qui fait écho aux enjeux motivationnels évoqués par Donatienne. Ces éléments-là sont déterminants pour les chances de retour au travail, de maintien au travail, et c'est quel sens ça a pour moi ce travail et quelle est ma motivation à me lever le matin, passer ma journée, m'engager dans le travail. Et donc, comment on soutient ça? Et c'est là aussi où l'ensemble des partenaires a un rôle à jouer par rapport à ces enjeux motivationnels. Je vous propose qu'on prenne une dernière question et qu'ensuite on écoute Marc, qui a beaucoup de choses à nous dire aussi. Question pour Cassandra, est-ce que l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise a été sensibilisé également au handicap psychique? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'ils font ça au cas par cas. Donc, moi, j'ai accueilli dans l'équipe, donc j'ai eu la sensibilisation. Pour autant, on est plusieurs centaines, voire milliers de personnes dans l'entreprise. Donc, je pense qu'on n'a pas à aucun moment, ils ont prévu de généraliser, en tout cas, ce type de formation. Mais ils ne sont pas regardants, je pense, si vraiment, déjà, j'aurais pu le demander, à mon avis. Je ne savais pas que c'était possible, mais j'aurais pu le demander. Et je pense que si on en éprouve le besoin, on le remonte au manager et à mon avis, ils font ce qu'il faut. Mais ce n'est pas généralisé, en tout cas, ça c'est sûr. Ce n'est pas généralisé. Et du coup, j'en profite parce que j'ai vu passer une question dans le chat sur des parcours de co-développement.
où effectivement ces dispositifs, ce sont des dispositifs, voilà, c'est Philippe Hulin qui en parle en disant: j'ai eu la chance quand je travaillais chez Covea de participer à un parcours de co-développement proposé par Bernard Lévesque, qui est notamment un des fondateurs, il me semble, du Cisco-Dev. Connaissez-vous cette approche? Et si vous connaissez, qu'en pensez-vous? Et effectivement, c'est pas forcément bien connu, mais le co-développement, c'est un principe d'intelligence collective qui permet de partager des pratiques professionnelles et notamment à des managers de pouvoir partager avec des pairs des situations de management particulièrement complexes qui peuvent être un peu bloquantes, dans lesquelles ils peuvent ressentir de l'inconfort. Et grâce à une méthodologie de travail où on cherche de la résolution de solutions, en fait, mais sans donner de conseils, c'est vraiment de l'intelligence collective, on fait émerger des solutions pour le manager qui partage une situation de travail. Et c'est vrai que c'est extrêmement riche, et notamment par rapport à tous ces enjeux de santé mentale où on n'a pas besoin de devenir un expert de la santé mentale, on n'a pas besoin de devenir psychothérapeute. Ce dont on a besoin, c'est d'être éclairé par rapport à sa posture professionnelle, trouver sa posture professionnelle, trouver des modalités relationnelles porteuses et efficientes dans ces relations-là, trouver aussi du confort psychique pour soi dans des relations qui parfois, pour lesquelles il peut y avoir une forte charge émotionnelle, trouver une posture qui soutient la motivation, l'engagement de la personne et qui développe des capacités d'écoute et de questionnement, notamment, qu'on trouve dans le co-développement. Donc, c'est un super outil, effectivement, qui permet de nourrir une culture aussi du dialogue, de la négociation et d'élaboration de solutions partagées. Donc, merci d'avoir partagé ces dispositifs-là qui mériteraient d'être déployés et qui peuvent être des leviers pour nourrir et développer les compétences des managers par rapport aux enjeux de santé mentale. Je rajoute un petit mot. Oui, pardon, Cassandra. Juste pour finir là-dessus, effectivement, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout parce qu'il y a une chose que, enfin, j'en ai pas eu besoin, mais j'ai eu la formation sur cette personne, mais en dehors de ça, je n'ai plus eu aucun suivi de la part des managers. Donc elle était suivie de son côté. Par contre, nous, à partir du moment où on a eu la session de formation, il n'y a plus été question de quelconque suivi. Donc, je n'ai pas, à titre personnel, éprouvé besoin d'avoir un accompagnement là-dessus, parce que ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que dans d'autres situations où quelqu'un d'autre, c'est pas confort. Voilà, c'est tout. Et ça fait une belle transition. Pardon. Alors, il faut Cassandra, ouais. Ça fait une belle transition pour justement, voilà, comment on fait pour soutenir les managers, leur apporter des clés et des espaces. Donc, je laisse la parole à Marc, si tu peux nous partager le travail qui est mené au sein du Bureau international du travail. Tout d'abord, merci beaucoup Claire pour ce nouveau webinaire, là, riche d'échanges. Merci à tous les invités. Et je pense que mon intervention, en effet, arrive à point nommé, considérant les propos qui ont été tenus par nos invités aujourd'hui, notamment sur les compétences des managers, l'intelligence relationnelle du manager, le comment faire pour soutenir une personne avec un trouble mental, un trouble psychique, les aménagements parfois nécessaires et l'offre de formation manager. Et donc, c'est là que peut-être je peux apporter un outil qui est en processus de validation. Dans le cadre d'une série de documents pratiques sur la santé mentale et le travail que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, initie depuis 2022, l'unité santé mentale du département Mental Health and Substance Abuse de l'OMS est en train d'élaborer un nouveau document intitulé, je le dis aussi en anglais parce qu'il va sortir en anglais, malheureusement pas traduit en français, je pense pas. Le titre en anglais, c'est Advancing Supervisor Capabilities for Mental Health at Work. On pourrait le traduire par améliorer les capacités, les compétences des managers, des supérieurs immédiats dans le domaine de la santé mentale au travail. Alors, je vais essayer de faire ça très, très vite pour être assez bref, synthétique.
Ce guide pratique, il a été développé pour permettre aux managers de soutenir les membres de leur équipe qui peuvent parfois éprouver une détresse émotionnelle, voire même un trouble mental. Le manager donne souvent le ton pour la santé mentale au travail. D'ailleurs, on l'a vu encore aujourd'hui dans son équipe. Donc, ça va émaner du manager souvent ce climat santé mentale et travail. Il est souvent aussi le premier point de contact pour un collaborateur qui vit une détresse émotionnelle. Ce document vise à répondre aux besoins de formation pour les managers et leur équipe. Il sera en libre accès, basé sur les preuves, donc sur les données probantes, donc des interventions qui ont fait leurs preuves pour favoriser un meilleur environnement de travail. Ce guide pratique, d'ailleurs, cherche à renforcer les connaissances des managers et à accroître leur confiance pour reconnaître, interagir et soutenir les collaborateurs aux prises avec un problème de santé mentale et ainsi ajuster certains facteurs de stress au travail. En revanche, il est important de mentionner que cette formation n'a pas été développée pour que les managers deviennent des prestataires de soins de santé mentale. Ça, j'insiste là-dessus, c'est pas leur rôle de faire cela, ou de diagnostiquer ou de traiter les problèmes de santé mentale. Alors, ce document que va produire prochainement l'OMS comprend 4 volets dans ce guide pratique. Cela répond d'ailleurs à la question dans le chat, quelles sont les compétences requises chez le manager. Donc, vraiment, je pense que ça va être un outil intéressant. Premier volet, je vais y aller un peu en vrac, comme ça, vous donner quelques informations. C'est par exemple, dans ce premier volet, identifier les signes de détresse et savoir quand un travailleur pourrait avoir besoin d'un soutien. Comprendre ce qu'est la stigmatisation et comment la stopper. Donc, c'est pas juste la comprendre, mais c'est aussi comment arrêter en fait ces comportements stigmatisants qui peuvent avoir lieu dans une équipe de travail à l'égard des personnes avec un trouble mental, un trouble psychique. Développer des compétences d'écoute active. Donc, ça, c'est encore une autre compétence que peut développer s'il ne l'a pas encore développé le manager dans son équipe. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet porte davantage sur des notions comme identifier les risques pour la santé mentale au travail. Donc, quels sont les facteurs de risque psychosociaux? Et ça, c'est vraiment un thème qui est énormément traité dans les milieux organisationnels. Donc, ça reflète ces éléments-là. Reconnaître les comportements que les managers efficaces utilisent pour promouvoir une bonne santé mentale en milieu de travail. Donc, quels sont les éléments clés? Un troisième volet porte sur développer des compétences pour avoir des conversations efficaces avec un travailleur au sujet de sa santé mentale. Donc, là, encore une fois, ça a été évoqué lors des échanges. Comprendre comment réagir à un travailleur qui présente des pensées suicidaires aussi, donc qui passerait à l'acte, et comment contrecarrer en fait ces comportements éventuellement suicidaires. Comprendre comment mettre en place des aménagements raisonnables pour intervenir tôt, raisonnables, donc tenir compte des besoins de l'individu, de la faisabilité d'implantation de ces aménagements dans le milieu de travail, soutenir la récupération ou aider au retour au travail. Donc, vous voyez, on touche vraiment à tout le spectre avant que les symptômes apparaissent, quand ils apparaissent, mais aussi lorsque la personne revient après une absence maladie liée à un trouble mental courant ou un trouble psychique. Quatrième volet, c'est comment comprendre la santé mentale, promouvoir la santé mentale des managers pour servir de modèle à l'équipe. Donc, vous voyez, c'est pas juste de prendre soin aussi de son équipe, mais c'est aussi prendre soin de soi comme manager. Bref, vous voyez, ça touche à plein de notions liées à la santé mentale et au travail qui sont essentielles pour avoir un bon climat. Alors, pour parler du format, rapidement, le document de l'OMS représente une version de la formation, ou en tout cas, il représentera une version de la formation qui peut être dispensée en groupe. Le nombre de participants n'a pas encore été statué, mais ça va être autour d'une vingtaine de personnes. Mais cette formation peut être aussi dispensée en format e-learning, autodirigé, ou encore une approche mixte en présentiel et e-learning. La durée qui est prévue, c'est entre 1h30 et 4 heures selon le format, donc comme je le mentionnais, e-learning ou en groupe.
mais aussi, vous voyez que c'est assez court, hein, 1h30, 4 heures, tout ce matériel-là. Mais il fallait aussi respecter la disponibilité du manager. Et d'ailleurs, on l'a vu encore aujourd'hui que c'est un défi pour les managers de prendre du temps, d'être disponible en fait pour son équipe. On le voit aussi ici au Québec dans les différentes structures en santé, CIS et CIUS, c'est complexe. Le document de l'OMS est assez facile à suivre, il est bien structuré selon ce que j'ai vu et selon ce qu'on a développé ensemble, sous le format d'un guide, d'un manuel. Alors, ce qui est intéressant, et je finirai peut-être là-dessus, c'est qu'à l'intérieur du manuel, il y a comme un format de tableau et avec des colonnes. Donc, première colonne, c'est volets 1 à 4 que j'ai mentionné un peu plus tôt. Ensuite, deuxième colonne, le type d'interaction suggérée. Donc, est-ce que c'est discussion de groupe, en sous-groupe, magistrale, questions-réponses, mise en situation. Par exemple, pourquoi hésitons-nous de parler de la santé mentale au travail? Ça, c'est des questions qui peuvent être posées lors de cette formation. La durée aussi, donc notre colonne qui indique en fait la durée de cette notion qui est abordée, le contenu ciblé, et enfin, ce qui est vraiment riche, je pense, c'est que vous avez même la diapo du PowerPoint à votre droite. Donc, vous pourriez vous inspirer de cela. Bref, le document de l'OMS va être bientôt accessible à tous. Donc, il est en train d'être peaufiné. Je pense que ça va être une ressource et une source sans conteste qui sera pertinente et utile pour les managers, mais aussi pour les équipes dans les organisations. Donc, comme on l'a pu le voir aujourd'hui. Alors, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Marc, de nous partager cette information en avant-première. Et d'autant plus, voilà, de savoir que ça va être accessible, ça va être gratuit. Et on a vraiment besoin, il me semble, d'avoir des appuis, des supports qui nous permettent justement d'aller un peu plus loin que ces notions de bienveillance finalement et d'ouverture d'esprit. On a besoin de donner du corps à ce que ça signifie très concrètement en termes de posture, de modalités relationnelles. Et là, un guide aussi bien fait, aussi didactique, ça va être une ressource formidable. Donc, merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a d'autres guides qui sont partagés. Et il y en a un qui a été très bien fait en France, alors dans ceux que je connais, par les équipes du CREPSI, justement en Mayenne, qui est très concret pour les accompagnants vers l'emploi. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat si vous connaissez d'autres ressources. C'est aussi ça l'esprit de la communauté de pratique, c'est que l'on puisse mettre en commun tous ces appuis et toutes ces ressources. Merci infiniment à vous tous pour ces partages, ces témoignages, ces apports. Quelle chance on a. Je pense que c'est très inspirant. Ça nous donne tous envie de continuer à nous mobiliser, mais ça nous donne aussi des outils, des clés et des idées. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus grand nombre à s'engager sur le sujet. Donc, merci pour cela aussi. Pour rappel, on vous donne rendez-vous à Montréal. Pas forcément en distanciel, en tout cas pour ceux qui le peuvent. On sera ensemble physiquement à l'Université du Québec de Montréal, qui est un superbe endroit pour travailler et se rencontrer. J'espère que vous serez avec nous aussi en distanciel. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de vous. Et ce qu'on vous propose, c'est du coup de se donner rendez-vous plutôt en décembre pour notre prochain webinaire, parce qu'il y a déjà ce colloque. Et durant le prochain webinaire, ben justement, on fera une résonance de prises de parole qui auront eu lieu au colloque. Et on va essayer d'être en rebond et de mettre en discussion certaines interventions, toujours dans un esprit de regard croisé de la communauté de pratique. Il est 16h01 en Europe, 10h01 au Québec. Merci à vous tous. Passez une très bonne journée, un très bon week-end, un bel été aussi et rendez-vous à l'automne à Montréal. N'oubliez pas de répondre à notre petit questionnaire pour qu'on sache comment orienter les webinaires pour la suite.
Et n'oubliez pas de répondre au questionnaire pour la recherche. On a besoin de votre aide. Sans vous, on n'a pas de données, on n'a pas de résultats et on ne peut pas faire avancer la recherche. Donc, merci par avance et à très bientôt. Et merci Cassandra, merci Donatienne, merci Marc, merci Johan. C'était très précieux de vous avoir aujourd'hui avec nous.